parler des traitements chirurgicaux et laser dans le glaucome. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, d'abord je voudrais vous dire mon plaisir de parler devant un auditoire aussi illustre et de représenter par là l'ophtalmologie lyonnaise, et Lyon est la ville de notre président. Et d'autre part, je représente également la Société française d'ophtalmologie, qui est au niveau mondial la seconde société savante concernant notre spécialité. C'est une société qui est très active et qui se réunit dans un grand congrès tous les ans, au mois de mai, pour un congrès qui est le second congrès après l'Académie américaine d'ophtalmologie. Alors le sujet qui m'est donné de traiter concerne le glaucome. Le glaucome est une neuropathie optique progressive qui est responsable d'une atteinte du champ visuel, de l'espace de vision qu'un œil peut voir lorsqu'il regarde droit devant lui. Et elle constitue, dans sa forme la plus chronique et la forme progressive, la première cause de cécité absolue. Cela veut dire que caractérisée par l'absence de perception visuelle. Une caractéristique importante du glaucome est la dégradation progressive de l'espace de vision avec une conservation très tardive de l'acuité visuelle centrale. En France, le glaucome est la seconde cause de cécité en général après la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie qui est globalement associée à l'âge et à la dégénérescence des tissus. Et nous savons que le principal facteur de risque de la maladie, de l'éclosion, mais également de la progression de la maladie, est l'augmentation de la pression de l'œil. Donc communément, il est de coutume de dire que le glaucome est l'hypertension de l'œil, mais nous verrons que cela est extrêmement grossier et ne tient pas compte des spécificités d'évolution de l'atteinte du nerf optique. Alors voici un nerf optique normal qui, sous l'effet d'un glaucome, va perdre ses fibres visuelles progressivement, conduisant à un creusement du disque optique. Et là, on est au centre du nerf optique et au milieu de la rétine. Et progressivement, les fibres visuelles qui composent le nerf optique et qui vont transmettre le message visuel au cerveau vont être détruits par l'augmentation de la tension oculaire qui, d'année en année, conduisent à une perte de fibres. Et on estime qu'avec le glaucome, il faut que 30 à 40% des fibres visuelles soient atteintes pour qu'un déficit du champ visuel apparaisse. Voici représenté à gauche un nerf optique normal et à droite un champ visuel qui va se détériorer progressivement sous l'effet de l'évolution de la maladie. Et on comprend bien que les patients gardent pendant très longtemps une acuité visuelle tout à fait normale, avec une perte du champ visuel périphérique tout à fait caractéristique. Je vous ai dit que le principal facteur de risque du glaucome est l'augmentation de la pression. La pression intraoculaire qui règne dans le globe oculaire est normalement de 16 millions de mercure, et on définit l'hypertonie oculaire par des chiffres au-delà de 21 millions de mercure. Le simple facteur de risque de l'hypertonie est retrouvé fréquemment dans la population, chez 5 à 10% des patients. Bien sûr, augmente au-delà de 50 ans, mais per se n'est pas pathologique puisque un grand nombre de patients dans la population française souffrent, en tout cas présentent une hypertonie oculaire sans glaucome. Et inversement, il est des glaucomes qui évoluent d'une façon assez dramatique souvent, qui sont dénués de toute hypertonie oculaire, et on appelle cette forme clinique de glaucome des glaucomes à pression dite normale. Il est un moyen très simple de mesurer la pression intraoculaire, et vous avez sûrement eu l'occasion d'effectuer cet examen auprès de votre ophtalmologiste par des tonomètres qui appuient un petit peu, qui exercent une pression sur la cornée, permettant ainsi de connaître la pression qui règne à l'intérieur du globe oculaire, permettant ainsi de très facilement, d'une façon ici manuelle mais également automatique, de mesurer la pression intraoculaire. Alors, l'augmentation de la pression intraoculaire est liée à un trouble de la dynamique de l'humeur aqueuse, qui est le liquide qui baigne la partie antérieure de l'œil. L'humeur aqueuse est sécrétée continuellement par une petite glande qui s'appelle le corps ciliaire, passe devant la pupille pour être éliminée dans une zone
qui est situé dans l'angle entre la cornée et l'iris, qu'on appelle le trabéculum. Et l'augmentation de la pression intraoculaire que l'on découvre chez la plupart des patients glaucomateux est liée à une diminution de l'écoulement de l'humeur aqueuse, la production de celle-ci restant généralement constante. Alors, si l'hypertonie oculaire est le principal facteur de risque du glaucome, il y a également d'autres facteurs qui, associés, conduisent à l'éclosion de la maladie ou à sa progression. Les antécédents familiaux, l'âge, l'origine ethnique, certains troubles de la pression artérielle tels que l'hypotension artérielle, la myopie, le vasospasme et peut-être le diabète. Le glaucome est une maladie fréquente, deuxième cause de cécité en France, après la cataracte dans le monde. 80 millions de personnes en sont atteintes au niveau mondial et 7 millions d'aveugles. La prévalence du glaucome après 40 ans touche 2% de la population. Il existe plusieurs types de glaucome. Bien sûr, le glaucome chronique à angle ouvert qui correspond à peu près à 70 ou 80% des glaucomes en France, mais également le glaucome aigu par fermeture de l'angle qui est un trouble aigu de la dynamique de l'humeur aqueuse, et certains types de glaucomes dits génétiques comme les glaucomes congénitaux ou des glaucomes secondaires. Et voici un petit enfant qui présente un glaucome congénital, et la particularité de ces glaucomes est que l'augmentation de la pression intraoculaire va distendre les yeux, aboutissant à des gros yeux qui sont souvent jugés très beaux par les parents et les grands-parents, mais qui sont en fait tout à fait pathologiques puisque la pression intraoculaire a distendu le globe oculaire. Le but du traitement du glaucome est de maintenir la fonction visuelle avec une qualité de vie de qualité à un coût abordable. Et nous savons qu'il existe un lien net entre la réduction de la pression intraoculaire et la stabilisation du glaucome. Et on peut même dire qu'une réduction d'1 mm de mercure permet de stabiliser d'environ 10% le glaucome. La plupart des patients glaucomateux sont traités par des collyres, 80 à 90%. Ensuite vient le laser et la chirurgie. Alors j'ai choisi de décrire ces thérapeutiques. D'abord le laser. Je ne dirai pas plus sur la technologie qui vous a été présentée par le professeur Montard et Laroche, pour vous dire qu'en cas de glaucome chronique à angle ouvert, on va appliquer des impacts directement sur le trabéculum, qui est la zone démonctoire de l'humeur aqueuse, et pour faire une sorte de rétractation des mailles trabéculaires, et donc une sorte de lifting du trabéculum, permettant ainsi de retrouver l'écoulement normal de l'humeur aqueuse. Pendant très longtemps, on a eu des lasers qui étaient très lourds et très disgracieux et qui entraînaient des cicatrices au niveau du trabéculum. Actuellement, on peut avoir des lasers très modernes qui délivrent des doses très homéopathiques au trabéculum, permettant ainsi d'avoir un effet pressionnel sans effet délétère sur l'histologie. Et les nouveaux lasers, tels que le laser SLT, qui est une trabéculoplastie sélective, conduit à délivrer des impacts directement sur les cellules pigmentées du trabéculum, permettant ainsi de laisser la physiologie trabéculaire intacte. Et voici en histologie les vieux lasers à l'argon et les nouveaux lasers qui ne modifient très très peu la morphologie tridimensionnelle du trabéculum. Alors voici quelques images d'une procédure laser réalisée chez un patient qui a un angle iridocornéen un petit peu pigmenté, et c'est justement sur ces cellules pigmentées que l'on va appliquer les impacts, permettant ainsi de réduire la pression intraoculaire très rapidement, en quelques secondes. Voici une autre image sur un trabéculum plus pigmenté, et cette procédure dure environ 2 à 3 minutes et peut être répétée très aisément. Encore une autre image, je passe rapidement. La trabéculoplastie sélective au laser SLT entraîne très peu de complications post-opératoires, se fait évidemment en ambulatoire, les patients ne sont pas hospitalisés, et l'efficacité est prouvée à la fois chez les patients soumis à un traitement médical déjà maximal, ou peut être également proposée lors d'un retraitement. Et ces techniques de laser sont très utilisées aux États-Unis et en France, d'abord par leur efficacité, mais également par le coût qui, sur le long terme, est tout à fait comparable et même plus avantageux que le traitement par collyre. La deuxième thérapeutique que l'on peut proposer pour la chirurgie du glaucome concerne la chirurgie directement filtrante. Et là, on va également s'intéresser à la région de l'angle iridocornéen qui supporte le trabéculum en faisant une petite fistule, une petite soupape que l'on va créer juste à l'orée du globe oculaire pour permettre ainsi l'écoulement harmonieux de l'humeur aqueuse et donc de réduire la pression intraoculaire. Il existe deux techniques principales, la trabéculectomie,
qui consiste à faire un trou en pleine épaisseur dans la paroi sclérale, permettant ainsi d'ouvrir vraiment les vannes et de réduire la pression. Et une nouvelle technique qui est beaucoup plus élégante, beaucoup plus originale sur le plan technique et stimulante sur le plan intellectuel, qui est la sclérectomie, qui consiste non pas à faire un trou dans l'œil, mais simplement à lamelliser la paroi de l'œil, permettant ainsi une évacuation beaucoup plus harmonieuse de l'humeur aqueuse. Les complications de la chirurgie filtrante, il faut en parler, sont fréquentes en cas de trabéculectomie et rarissimes en cas de sclérectomie. Et on voit bien que nous passons d'une chirurgie lourde, qui est parfois redoutée par les patients, à une chirurgie beaucoup plus simplifiée et beaucoup plus acceptée par les patients, qui est une chirurgie où on n'ouvre pas l'œil, et les patients sont extrêmement reconnaissants de cela. Car la trabéculectomie peut exposer à un saignement, à des infections ou à une cicatrisation effective. Et après l'intervention, on peut voir ce type de bulles de filtration qui sont en fait des petites élevures de la conjonctive et qui correspondent au drainage de l'humeur aqueuse qui est dans la partie antérieure de l'œil et qui va sortir au-delà de la sclère et qui va être éliminé dans la circulation générale. Et parfois, ces bulles de filtration sont harmonieuses et parfois, elles sont un peu disgracieuses avec des conséquences esthétiques mais également dysesthésiques dont souffre le patient. La sclérectomie non perforante profonde est une technique tout à fait différente qui consiste à lamelliser la paroi de l'œil sans l'ouvrir. Et on va simplement enlever un petit tissu qui fait environ 20 microns au bistouri avec une petite pince, une pince diamant. Et vous voyez qu'on enlève spécifiquement le trabéculum qui est ici un peu pigmenté avec un simple geste. Et vous imaginez très bien la délicatesse du geste qui appartient encore au chirurgien, et c'est peut-être une force, et qui permet très rapidement d'obtenir une baisse de pression qui est aussi pérenne qu'après une véritable ouverture de l'angle iridocornéen en pleine épaisseur avec la trabéculectomie. Et voici une autre image qui vous montre que cette technique chirurgicale est très, très délicate et permet, dès l'ablation du trabéculum, qui est vraiment ici très petit, c'est quelques microns, permet déjà un passage externe de l'humeur aqueuse. Et actuellement, la plupart des chirurgies antiglaucomateuses en France sont réalisées par sclérectomie parce qu'on a la même efficacité qu'avec une trabéculectomie, mais sans les effets secondaires que cela comporte. C'est une technique qui est évidemment originale, avec des résultats équivalents, et le profil de sécurité, ce qui est vraiment essentiel lorsque on veut soigner la vision, est bien sûr bien supérieur. Et c'est vraiment une grande tendance de réaliser une no-touch surgery. C'est une chirurgie qui est beaucoup plus sûre sur le plan des résultats et sur le plan du suivi. Et les patients glaucomateux sont des patients souvent extrêmement angoissés de perdre la vision par la maladie, mais également par la chirurgie. Alors il existe des variantes de cette chirurgie filtrante. D'abord, l'application de péropératoire d'antimétabolites permet souvent de décaler la cicatrisation et d'empêcher la cicatrisation trop forte de la conjonctive sur la zone que l'on vient d'ouvrir. Il existe également, dans les cas de glaucome réfractaire difficile, la pose d'implants de drainage. Et il faut le dire qu'elle concerne extrêmement peu de patients. Ce sont des implants en matière plastique que l'on insère à l'intérieur de l'œil et qui permettent de contrôler d'une façon pérenne l'élimination de l'humeur aqueuse. Alors, le dernier thème dans le domaine de la chirurgie du glaucome est une nouveauté, ne concerne évidemment pas encore tous les patients. C'est peut-être une technique d'avenir. C'est une technique qui est basée sur la cyclodestruction par ultrason focalisé. Et je vous ai expliqué que la plupart des techniques chirurgicales étaient basées sur une augmentation de l'élimination de l'humeur aqueuse par le trabéculum. Ici, on va s'intéresser à l'autre facteur qui a été délaissé dans le passé, que sont les process ciliaires. Les process ciliaires sécrètent de l'humeur aqueuse, d'où l'idée de détruire sélectivement les process ciliaires par des ultrasons focalisés directement sur ceux-ci, permettant ainsi de réduire la production d'humeur aqueuse et donc indirectement de diminuer la pression intraoculaire. Je passerai très rapidement sur les résultats histologiques pour vous montrer que grâce à une focalisation très, très précise des ultrasons sur les process ciliaires, on peut détruire spécifiquement l'épithélium ciliaire responsable de la sécrétion de l'humeur aqueuse. Pour vous dire également que cette technique ne se fait pas à l'aveugle, si je puis dire, mais après repérage échographique
des procès ciliaires avec des échographies de haute fréquence, permettant ainsi le choix d'une sonde tout à fait optimisée. Et que cette technique est extrêmement simple. Elle est encore du domaine expérimental, mais elle est extrêmement élégante et suscite beaucoup d'espoir parce que c'est une technique qui est quasiment indolore, qui se fait sous anesthésie topique ou par une simple injection, instillation d'un produit anesthésique et qui peut traiter les procès ciliaires en quelques 2 minutes. Et voici un patient qui est traité, sur lequel on pose un cône de positionnement. Ce cône de positionnement est bien sûr vérifié pour être sûr qu'on est en face des procès ciliaires. On va ensuite mettre une petite lentille qui porte des prismes qui vont délivrer spécifiquement des ultrasons. Les paramètres de destruction du corps ciliaire sont bien sûr gérés par l'ordinateur et on va ensuite, tel dans Star Trek, libérer l'énergie très rapidement. Et vous voyez que chaque spot dure à peu près 20 secondes et on peut traiter les patients très rapidement et le patient sort de l'hôpital au bout de 2-3 heures. Et les résultats post-opératoires sont a priori très prometteurs, avec une absence d'effets secondaires visibles. Une destruction échographique et donc clinique des procès ciliaires. Voici en échographie, avant et après. On voit bien qu'il y a une destruction des corps ciliaires. Et les résultats pressionnels sont aussi tout à fait intéressants. Donc en conclusion, je dirais que la chirurgie du glaucome connaît de grands développements ces derniers temps. Bien sûr, la plupart des patients glaucomateux sont encore traités par des collyres qui sont réellement efficaces, mais sont de plus en plus concurrencés ou associés à des techniques soit physiques, comme les ultrasons ou le laser, mais également la chirurgie. Et il y a une évolution constante de ces techniques dans le domaine du glaucome, un choix thérapeutique également plus large, adapté à chaque situation clinique. Et on imagine que, comme dans toute pathologie, il est probable que l'association de ces traitements puisse nous apporter la solution à ces patients qui ont besoin de nous. Merci.